Bonne soirée et merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette nouvelle édition de Questions publiques, hein, la rencontre mensuelle co-organisée par le Conseil de développement de Nantes Métropole, le CCO, et la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire. Alors ce soir, on va parler beaucoup numérique, données, avec Guillaume Champeau, qui est directeur juridique et éthique de Qwant, le moteur de recherche éthique. Alors, il va nous dire, avec un H, hein, l'éthique, il va nous dire ce qu'il en est justement, comment ça fonctionne, et puis il va sans doute nous dire un peu de mal des GAFA et de nos amis, nos meilleurs amis Google et Facebook, sur lesquels nous sommes en direct, justement. Alors, Guillaume Champeau, vous êtes donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant, bientôt 3 ans, hein, donc directeur juridique éthique, moteur de recherche Qwant, et avant, vous avez été fondateur et rédacteur en chef d'un des sites de référence du numérique en France, de tout ce qui est sur le numérique, qui s'appelle Numérama. Alors vous êtes, peut-être, dites-nous un mot sur votre parcours, parce que vous êtes attaché à la région, et lorsqu'on discutait avant, vous êtes justement bien dans l'époque numérique, puisque vous arrivez à assurer une tâche de direction depuis la région nantaise. Bonsoir à tous d'abord. On m'avait dit qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde, en fait je vois que la salle est pas mal remplie, donc c'est que le sujet vous intéresse. Alors effectivement, moi je suis moi-même nantais, j'habite toujours dans la région nantaise, dans le nord entre Nantes et Vannes, et j'ai fait des études de droit à une époque où j'étais passionné par l'informatique, parce que je suis tombé dedans un peu tout petit, hein, comme Obélix tombe dans la potion magique, et j'étais passionné par les questions qui étaient notamment liées à la propriété intellectuelle au moment où Internet est né, où on a vu que des gens se sont mis à échanger des œuvres, c'est-à-dire des films, de la musique, entre eux. C'est-à-dire d'un seul coup, la culture de chacun devenait accessible à tout le monde et on créait une sorte de bibliothèque d'Alexandrie. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'Internet va complètement bouleverser dans notre rapport à la propriété intellectuelle. Le droit va devoir s'adapter, l'économie va devoir s'adapter, et donc je me suis mis à parler de ça sur un site, à l'époque un site personnel, où j'habitais à Rezé, dans la banlieue nantaise, et le nom antique de Rezé c'était Ratiatom, et donc le premier site que j'ai créé c'était ratiatom.com, un truc que personne n'arrivait à prononcer, il n'y avait aucun rapport avec le numérique, etc. Pour moi c'était juste un petit nom de domaine que j'ai créé. Et puis en fait le site a très bien marché, jusqu'à avoir plusieurs millions de visiteurs par mois. Et on a professionnalisé ça, c'est devenu Numérama après, j'ai parlé étendu entre guillemets. Donc Numérama à Rezé pour origine. Exactement. Il a été édité à Rezé pendant de nombreuses années, puis après ça a un peu bougé, parce que j'ai moi-même, dans mon parcours personnel, déménagé au Canada, à Rennes, à Paris, je suis revenu sur Nantes, etc. Mais c'était ma préoccupation quotidienne, c'était sur Numérama d'expliquer les enjeux juridiques et éthiques qui étaient liés aux technologies, donc à la fois nous en tant qu'utilisateurs, quand on choisit tel ou tel type de service en ligne, de technologie, quelles implications ça peut avoir sur la société en général et sur nous-mêmes. Donc je pense qu'on y reviendra sur les questions qui sont liées à la collecte des données personnelles, notamment qui sont très importantes. Il y a des réflexions éthiques en tant qu'éditeur de services, en tant que créateur de logiciels, quand on choisit de prendre telle ou telle option dans la manière dont on aborde les services, dans toute la question notamment à un moment de l'ubérisation, quand Uber est venu et qu'il a complètement bouleversé un champ économique, est-ce qu'on peut arriver sur un champ comme ça et faire comme s'il n'y avait aucune implication, aucune incidence, notamment sociale, sur le développement de modèles économiques, et donc réfléchir à toutes ces questions-là. Et puis en tant que législateur, quand on est législateur, à quoi on doit réfléchir, comment on peut réguler cet Internet qu'on disait irrégulable il y a encore 20 ou 25 ans, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de réguler, mais dans quelles limitations et quelles étaient les façons intelligentes de faire de la régulation sur Internet, essayer d'anticiper les questions qui se posent au lieu d'être toujours en réaction. Voilà. Ça a été ma préoccupation pendant quasiment 15 ans. Puis après, j'ai laissé de côté le costume de journaliste, où j'étais essentiellement dans le commentaire de ce que faisaient les autres et dans la critique de ce que faisaient notamment les GAFA, pour passer de l'autre côté du
miroir et être plus dans l'action, et donc rejoindre Quant, qui est un moteur de recherche qui a pris comme option de ne pas collecter les données personnelles, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra certainement. Mais là, c'était pour moi l'occasion de défendre le respect des droits fondamentaux. Dans ma spécialité, j'ai oublié de le dire, juridique, je me suis spécialisé dans la question du respect des droits fondamentaux sur Internet par les entreprises. Donc quand on est une entreprise, quelles sont les règles qu'on doit respecter en termes de droits de l'homme, et est-ce qu'on doit se contenter de respecter ces règles, aussi de les promouvoir, de les protéger. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, malheureusement, qui ont une réflexion assez avancée sur les questions éthiques sur Internet. Mais en France, il se trouve qu'on en a une, et j'ai la chance de travailler d'aujourd'hui à diriger son secteur juridique qui s'appelle Quant. Alors, sur votre compte Twitter, vous avez sur votre profil, la punchline, comme on dit, de votre profil, c'est liberté, égalité, fraternité, vie privée. Alors, la vie privée, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Les GAFA, que nous font-ils? La question est large. Alors, par où commencer? Et Gabriel nous préviendra si le Facebook Live est coupé de manière intempestive. Surtout chez Twitter. Non, disons que historiquement, quand vous étiez une entreprise qui débarque sur Internet, le modèle économique de référence, c'est la gratuité et le financement par la publicité. Ça, c'est une base qui s'est imposée dès la fin des années 90, et ça s'est imposé comme une norme, c'est-à-dire que même si c'est aujourd'hui un peu en train de changer, la consommation d'informations sur Internet doit se faire gratuitement, et elle est financée par des annonceurs qui payent leur visibilité sur les sites que vous allez... Ce qui, au passage, met en péril, par exemple, la presse aujourd'hui, enfin, ce qui est un modèle qui met en tout cas profondément modifié la presse et la met en péril d'une certaine manière pour ceux qui... Bon, parce qu'il y a aussi des exceptions, qui fonctionnent bien, les Mediapart, les RSE, etc. Mais c'est vrai que ça a complètement bouleversé le modèle économique de la presse, mais en tout cas sur Internet, pour beaucoup de services, ça s'est imposé comme de la gratuité. Et autant avec les anciens médias, la télévision, la presse écrite, la radio, des annonceurs achetaient une typologie d'auditeurs, de lecteurs. Donc on savait par des études sociologiques que les lecteurs du Monde étaient plutôt des CSP+, on va dire plutôt des hommes, enfin je dis n'importe quoi, si ça se trouve c'est pas ça, mais plutôt des hommes de 35 à 55 ans, etc., qui avaient tel et tel niveau de revenu. Puis l'annonceur allait payer une présence publicitaire dans le journal en sachant que statistiquement sur 1000 lecteurs, il allait toucher peut-être 200 personnes qui correspondent exactement à la cible qu'il souhaite. Avec Internet, on s'est mis à avoir, surtout depuis les années 2000, des milieux des années 2000, à avoir cette possibilité technologique de s'adresser non pas à une typologie de personnes, mais à des individus très précisément. Et donc peu importe que vous alliez lire Le Monde, Le Figaro, Libération, ou 20 minutes, ou n'importe quel site, vous aurez la même publicité sur chacun de ces sites-là, elle sera dédiée pour vous. Donc ça s'est imposé comme le modèle économique de base, et les GAFA ont été les champions de ce modèle économique-là, en particulier au départ Google, qui avait la principale régie publicitaire, qui a toujours la principale régie publicitaire sur Internet, qui est Google AdSense, sur lesquelles vous avez, quand vous allez visiter un site Internet, une publicité qui à la base était des écrits, des petites phrases sur lesquelles vous pouviez cliquer, qui étaient à peu près les mêmes pubs que vous voyez sur Google, le moteur de recherche. Et puis aujourd'hui, ça s'est développé, c'est des bannières tout à fait classiques, des vidéos, ce genre de choses, qui vous sont dédiées spécifiquement pour vous. Et puis Facebook est arrivé en concurrence sur ce modèle-là, et puisqu'ils ont développé comme argumentaire qu'il fallait, pour pouvoir vendre la publicité plus chère, cibler très précisément les personnes, donc savoir leur niveau de revenu, savoir si c'est un homme ou une femme, savoir où elle habite, savoir éventuellement ses centres d'intérêt culturels, ses idées politiques, sa religion, etc. Et plus ça va, plus on affine le profil pour pouvoir vendre non plus 1000 personnes qu'on va cibler, mais une personne précisément, et plutôt que de vendre peu cher les 1000 personnes, on va vendre très cher cette une personne.
Et donc les GAFA ont développé énormément d'outils qu'on va utiliser quotidiennement parce que c'est très pratique. Alors, on va vouloir partager des photos avec sa famille, donc on va les mettre sur les services, sur les serveurs d'un fournisseur, donc d'un réseau social, ou ce qu'on appelle un drive, etc. Puis en fait, ça va analyser vos photos pour savoir quelles sont les personnes avec lesquelles vous êtes sur ces photos, où vous étiez en vacances parce qu'on est capable de reconnaître tel endroit, où on est capable de savoir que vous avez pris la photo à telle heure, tel jour, donc vous étiez en vacances ce jour-là. En lisant les métadonnées de la photo. Et puis on va analyser avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux, ce qui est la base, ce qui est très facile. Donc on peut voir quels sont vos amis, on peut analyser avec téléphone portable que vous avez tous dans votre poche, votre carnet d'adresses, on sait quels sont les gens que vous connaissez, on peut éventuellement analyser la fréquence avec laquelle vous appelez telle ou telle personne et savoir qui sont réellement proches de vous et qui sont au contraire ceux qui sont dans votre carnet d'adresses mais vous n'appelez jamais. Et puis on va savoir l'historique de visite des sites internet sur lesquels vous allez, donc pour peu que vous alliez très régulièrement lire les Échos, lire le Figaro, ça va dire éventuellement quelque chose de vous. Si vous allez très régulièrement lire l'Humanité, Libération, ça va dire aussi quelque chose de vous. Si vous allez vous connecter régulièrement sur un site de recherche d'emploi, ça peut éventuellement dire que vous êtes au chômage ou vous recherchez à avoir un nouvel emploi. Et puis si vous recherchez des extraits de la Bible, vous cherchez à faire un pèlerinage, si c'est un pèlerinage à la Mecque, ça dit quelque chose, si vous faites un pèlerinage à Lourdes, ça dit autre chose, etc. etc. Et donc l'intérêt du GAFA, c'est de collecter autant de données, croiser toutes ces données avec plein de services, faire une analyse de tout ça pour savoir très précisément qui vous êtes vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez rester sur ce service, qu'est-ce qui fait que vous allez consommer, à quel moment vous êtes disposé à consommer, parce qu'on a fait une analyse qui fait que l'on sait que dans le mois, vous allez plutôt consommer en début du mois, que si vous faites des grandes dépenses, vous les faites plutôt à ce moment-là de la journée, c'est là qu'on va vous présenter de la publicité. Et on va dire, donc les GAFA se mettent en concurrence pour que vous restiez le plus longtemps sur leur service, que vous échangiez le maximum de choses sur leur service, parce que ce sont des données qu'ils vont pouvoir analyser et que les autres n'auront pas. Et donc ça crée énormément de problèmes de liberté individuelle. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre tout de suite dans les détails. Mais... Juste une précision, par exemple, j'imagine que plusieurs personnes, et moi-même, par exemple, dans la salle, avons des comptes Gmail. Est-ce que Google lit nos mails, par exemple, ou va cibler des mots-clés Alors, il y a a priori personne physiquement chez Google qui va lire vos mails. C'est-à-dire il n'y a pas un humain qui va regarder les mails que Guillaume Champeau, alors je n'ai pas de compte Gmail, mais si j'en avais un, qui lirait les mails mais potentiellement ils peuvent le faire. Ce qu'ils font par contre, c'est qu'ils vont lire par des robots. Ils ont développé des logiciels dont l'objectif est de lire le contenu des mails pour détecter quels sont, si vous dites à votre épouse que tiens, regarde, on pourrait acheter ça, que ce soit détecté, et donc qu'on reçoive de la publicité, ou qu'on prépare, on parle beaucoup de Rome en ce moment, et donc potentiellement on a dans le projet de partir en vacances à Rome, et donc on va nous proposer un hôtel ici, et puis comme par hasard, quand vous allez rechercher la chambre d'hôtel, vous voyez qu'il en reste plus que 3 et qu'il faut cliquer tout de suite, parce que sinon, si vous allez rechercher dans 1 heure, après, en fait, le prix de la chambre aura doublé, etc. Et donc, leur intérêt est d'analyser le contenu des mails dans ce but-là, même si Google n'affiche plus de publicité ciblée liée aux mails dans Gmail. Ils ont arrêté il y a 1 an ou 2, parce qu'en fait, les gens réalisaient, en voyant les publicités, que Google lisait le contenu des mails. Mais ils ne s'interdisent pas d'utiliser ce type d'informations ailleurs sur leurs autres services. Et puis c'est aussi utilisé pour, ce qui est un service, donc c'est très pratique en apparence, pour vous recevez un billet d'avion, ça va directement lire le contenu de votre mail, le contenu de la pièce jointe, donc le contenu de votre billet d'avion pour remplir votre agenda, et que vous arriviez à l'aéroport, et en fait c'est directement rentrer la référence de l'avion, à quelle heure il part, quel est mon siège, etc. Il le fait avec les factures, il le fait avec votre relevé de banque, il peut le faire potentiellement avec toutes les pièces jointes que vous recevez, il peut les analyser, il peut vous rendre des services. Mais derrière ce rendre des services, c'est vous profiler. Et Facebook fait la même chose avec tout ce que vous publiez sur Facebook, y compris
quand vous publiez des choses sur Facebook qui sont non publiques, quand vous partagez uniquement avec vos amis, uniquement avec votre famille, vous partagez tout avec Facebook. Quand vous envoyez un message privé à vos amis, Facebook peut le lire. Et il le lit, parce qu'il a, il a un intérêt commercial. Et aujourd'hui, les capacités d'analyse sont... alors, je ne suis pas informaticien, ingénieur, mais se décuplent régulièrement. Enfin, c'est... Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, il y a peut-être 10 ans, c'était assez bête, c'est-à-dire qu'on détectait des mots-clés. On avait des listes de mots-clés, et si le mot-clé apparaissait dans le mail, donc je ne sais pas, voiture, on va afficher de la publicité pour des voitures. Aujourd'hui, il fallait que ce soit codé par des ingénieurs, des listes de mots-clés. Enfin, je ne sais pas si on peut dire des ingénieurs pour ça, mais ils faisaient des listes de mots-clés, et si le mot-clé était détecté, on affichait la pub qui correspond. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle de l'apprentissage machine, où ça va être de l'intelligence artificielle qui va être développée pour savoir elle-même repérer dans un texte quels sont les mots-clés intéressants, donc, et être capable de détecter le contexte qui fait que ce mot-clé dans tel contexte va être intéressant alors qu'il ne l'aurait pas été dans un autre contexte. Puis on fait ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas de la science-fiction, hein, de l'analyse des photos et des vidéos, pour quand vous apparaissez sur une photo ou une vidéo, comprendre où vous étiez. Donc là, ils sont en train de devenir très performants pour détecter des bâtiments. Si par exemple, je prenais une photo là en face de la Tour de Bretagne, les algorithmes aujourd'hui d'intelligence artificielle sont capables de reconnaître que c'est la Tour de Bretagne, et avec les métadonnées, de savoir à quelle heure j'y suis, quel jour j'y suis. Donc, et donc, me suivre uniquement avec on vous propose une publicité pour un restaurant, un hôtel, une location de voiture. Par exemple. Et ça, on peut aller, oui, effectivement, de plus en plus loin dans l'analyse, et on est même plus capable de comprendre exactement comment on analyse, puisqu'on laisse les intelligences artificielles le faire. Alors, c'est effrayant ce que vous venez de raconter. C'est effrayant, je vais regarder mon compte Gmail avec un autre œil. Philippe. Oui, j'ai juste revenir un petit peu en arrière, je vais vous poser une question. J'ai lu votre dernier mot sur votre blog, puisque vous tenez un blog et que vous y présentez vos idées sur divers sujets. En particulier, donc, votre dernier, enfin je pense que c'est le dernier, porte sur la question de la justice face au comportement haineux sur les réseaux sociaux. Et donc, après avoir lu ce billet, j'ai envie de vous poser la question, mais est-ce que vous êtes toujours sur Twitter, puisque Franck a évoqué que vous aviez un compte Twitter, mais dans ce billet, vous dites que, au vu de la réaction qui a été provoquée par par justement un message Twitter, et c'est ça qui vous a conduit à faire ce développement. Pardon. Ok, ça marche bien. Oui, donc vous aviez fait un message Twitter en imaginant une solution, en parlant de justice numérique, vous allez pouvoir développer. Et puis ça vous a valu des messages, évidemment, liés au fait que vous sembliez vouloir régenter la communication sur Internet, etc. Donc vous avez dit, je vais quitter Twitter. Donc ma première question, c'est, l'avez-vous fait ? Et puis la deuxième chose que vous avez dit dans ce mot, c'est que c'est pas vous seulement qu'on vise, c'est aussi votre employeur, c'est-à-dire la société Quant. Et donc ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes toujours chez Quant ou est-ce qu'on vous a viré après alors, c'est très bien que vous me posiez cette question, ça me permet de préciser, notamment pour ceux qui me regardent sur Facebook ou YouTube, que je parle ici en mon nom propre et pas au nom de Quant, donc pas au nom de mon employeur. Et pour répondre à votre question, oui, je suis toujours sur Twitter. Non, heureusement, Quant m'a pas viré. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent Twitter, mais c'est un réseau social sur lequel il y a beaucoup de monde. Hein, je crois qu'il y a un truc comme 500 millions d'utilisateurs, et en France, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et je pense qu'il faudra y revenir. Je suis complètement pour le pseudonymat, c'est-à-dire le fait que n'importe qui puisse s'exprimer, y compris si je ne sais pas exactement qui me parle. Mais c'est vrai que le pseudonymat pose des problèmes, et notamment que ça facilite certaines formes de harcèlement.
Et dans ma biographie Twitter qui a changé, je mentionnais le fait que je travaillais chez Quant, parce que voilà, ça fait partie de moi et ça permet aux gens de comprendre quand je publie des choses aussi, éventuellement quel est mon cadre de pensée. Et sur des positions personnelles que je prenais, malgré le fait qu'il y avait marqué dans ma biographie que c'est un compte personnel, que ça n'engage que moi, etc. Si je publiais quelque chose qui ne plaisait pas à des gens, parce qu'on publie quand on développe une idée, quand on a un point de vue, bah, il y a heureusement et forcément des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui allaient mentionner Quant, mon employeur, pour dire regardez ce qu'ils pensent et regardez les autres, c'est ce que pense Quant. Et bon, là en l'occurrence, il se trouve que c'était des gens très à droite. Même je crois que l'extrême droite n'est pas suffisamment fort pour les qualifier, qui, sur la question de la régulation des contenus sur Internet, voudraient qu'on puisse dire tout et surtout n'importe quoi sans se rendre compte à personne et en particulier pas à la justice. Et le tweet, alors là on sort complètement de la... Enfin complètement, pas tellement, mais la question des données personnelles, mais c'était... je m'interrogeais sur le pouvoir qu'on confie aux GAFA, aux plateformes, y compris à Twitter et à Facebook et d'autres, où de plus en plus le législateur demande, et c'est compréhensible, que ces plateformes-là régulent les contenus, parce qu'il y a beaucoup de haine qui circule, il y a beaucoup de harcèlement, il y a malheureusement beaucoup de racisme, d'antisémitisme dont on parle beaucoup actuellement, il y a des attaques sexistes, homophobes, etc. Et la réponse législative qui est apportée en ce moment, c'est de demander aux GAFA de faire eux-mêmes la police, et de supprimer ces contenus-là, et on leur impose un délai de réaction, et au niveau européen, il y a un texte qui est en train d'être adopté, qui prévoit même un délai de réaction maximum d'1 heure. Pour certains types de contenus, en l'occurrence c'est des contenus qu'on estime être d'apologie du terrorisme, ce qui, moi, si j'étais directeur juridique d'un Twitter, d'un Facebook, et qu'on me dit si tu ne supprimes pas sous 1 heure un contenu illicite, on risque une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros. Par contre, si ce contenu, on le supprime, même s'il n'était pas illicite, on risque rien, bah, je vais au moindre doute demander à supprimer le contenu parce que bah, je dois protéger les intérêts de mon entreprise et que les intérêts de mon entreprise, c'est d'éviter les amendes. Ce qui pose un problème de liberté d'expression puisqu'on va pousser de plus en plus les plateformes à censurer des expressions qui peut-être parfois sont borderline, mais est-ce que c'est légal ou c'est pas... Est-ce que c'est légal ou c'est illégal? Est-ce que c'est à la plateforme privée d'en juger ou est-ce que c'est à la justice? Et le risque, à mon avis, c'est que, mais encore une fois, c'est une position personnelle, c'est que on confie trop de pouvoir aux plateformes, qu'on arrive assez facilement à juste censurer des contenus. Et tous les gens qui sont racistes, xénophobes, antisémites, etc., ou qui même peut-être le sont pas, mais juste disent des choses qui leur échappent, vont pas réfléchir à ce qu'ils disent et se disent si je dis une connerie, c'est l'algorithme qui va détecter, ce sera pas en ligne, on me le reprochera pas. Donc je pense qu'il y a une question qui est vraiment citoyenne là, à se poser, de se dire est-ce qu'on veut confier à des acteurs privés le soin de dire ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire. C'est-à-dire que quand on est aujourd'hui un Facebook qui a 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde et qu'on décide un peu tout seul dans son coin ce que 2,5 milliards d'êtres humains dans le monde ont le droit de se dire, le droit de s'échanger, etc., ça pose une question démocratique assez fondamentale. Et la seule réponse, de mon point de vue, à ça, c'est qu'on redonne le pouvoir au législateur à travers le juge. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, la justice ne peut pas agir en quelques minutes, en quelques heures, quand il y a un contenu illicite, réellement très problématique et qui mérite d'être sanctionné et pas juste supprimé, qu'on l'efface. Donc il y a une vraie réponse pénale. Et donc là, le tweet qui m'a valu les réactions que vous citez, c'était réfléchissons éventuellement à la création d'un parquet
numérique, comme on a aujourd'hui un parquet financier qui s'occupe des questions de fraude fiscale, etc. Un parquet numérique qui pourrait être en lien avec les grandes plateformes pour recevoir rapidement les données d'identification, puisque pour autant, même si on utilise un pseudonyme sur les réseaux sociaux ont l'obligation légalement de conserver des données qui permettent d'identifier les gens qui s'expriment, et ces données doivent être données à la justice sur réquisition, ce qui se fait tous les jours. Le problème, c'est que quand vous faites une réquisition à un réseau social pour avoir l'adresse IP, l'adresse email qui permettent aux gendarmes ou aux policiers d'enquêter, souvent, surtout quand la plateforme est américaine, ça prend des semaines, voire des mois avant d'avoir une réponse. Et donc vous avez un contenu qui potentiellement reste en ligne, qui est diffusé, et des gens qui ne sont pas condamnés. Et donc le fait de créer un parquet pénal en lien avec un parquet numérique en lien avec les plateformes permettrait d'avoir beaucoup plus rapidement les éléments d'identification et d'avoir une réponse pénale rapide. Évidemment, ceux qui voudraient pouvoir s'exprimer très librement ne veulent pas de ça. Ok, merci. Alors, on va revenir sur Qwant et les GAFA, peut-être. Alors, parlez-nous un peu de Qwant et de l'histoire du moteur, et puis des idées qui ont présidé à sa naissance, et puis on parlera ensuite de son développement. Alors, Qwant, ça a été créé en 2000. L'entreprise Qwant a été créée en 2011 par 3 personnes. Éric Léandri, son président actuel, qui est vraiment celui qui porte l'idée. Je reviendrai après sur pourquoi il a eu cette idée-là à ce moment-là. Et puis 2 autres personnes, Patrick Constant et Jean-Manuel Rosan, qui l'ont aidé à créer le moteur de recherche. Et son idée, c'était, si c'est 2011 qu'il a cette idée-là, c'est pas un hasard. C'est au moment où il y a un changement de direction à la tête de Google et que le nouveau dirigeant dit on va changer quelque chose, c'est que Google, ce sera plus un moteur de recherche, ce sera une plateforme. Et ils disent ça parce qu'ils ont la concurrence de Facebook et que Google a compris que autant avant son métier c'était de donner accès à l'information et de faire que les gens arrivent sur Google et repartent de Google le plus rapidement possible, c'est-à-dire que l'indicateur de performance de Google, c'était pas le temps passé sur Google, mais au contraire, combien de temps on met à partir, et plus on partait vite, plus on partait vite, mieux c'était parce que l'utilisateur était satisfait. Ils ont changé ça, ils se sont dit maintenant on va essayer de capter les gens sur nos différents services, et donc Google va être une plateforme qui va donner accès à tous les services qu'on crée, et donc vous voyez aujourd'hui, vous faites une comparaison, vous voulez faire du shopping, vous voulez comparer des prix, vous allez aller sur Google et vous comparez les prix sur Google à travers Google Shopping. Vous voulez savoir comment vous rendre à tel endroit, vous avez Google Maps. On peut lister comme ça le nombre de services qu'ils ont, plus Android sur lequel il y a énormément d'applications, plus tout leur système de collecte de données de trafic. Quand vous avez un site internet, vous voulez savoir qui s'y connecte, combien de temps ils y restent, etc. Vous utilisez probablement Google Analytics qui leur permettent d'avoir toutes ces informations. Ils ont leur navigateur Chrome qui est devenu de très loin le navigateur le plus utilisé, etc. etc. Et plus une anomalie qui est spécifique à l'Europe, qui est on est le seul continent sur lequel il y en a un moteur de recherche ultra dominant. C'est-à-dire que Google a fait à peu près, aujourd'hui j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en 2011 on devait être à peu près à 96% du marché du moteur de recherche en Europe, c'était Google. C'est-à-dire que vous aviez 96% des Européens, quand ils faisaient une recherche, ils allaient sur Google et c'était Google qui leur disait la réponse. Et c'est une anomalie à 2 titres. C'est d'abord, en termes de part de marché, il n'y a aucun continent au monde où vous avez un moteur de recherche qui écrase autant la concurrence. C'est-à-dire que même Google, chez lui, aux États-Unis, ne fait que 65% de part de marché. Le reste, il le partage avec Microsoft, avec Yahoo et d'autres. En Asie, on a du Baidu en Chine, on a du Yandex en Russie. En Japon, il y a Yahoo qui est très présent. L'Afrique, c'est un peu particulier. Personne va trop... il n'y a pas vraiment de moteur dominant là-bas. Mais en Amérique du Sud, vous avez aussi différents moteurs. Bref, vous aviez partout des moteurs différents.
À quoi est due cette particularité européenne? Ouais. Une grande naïveté. C'est qu'on a laissé entrer Google sur le marché européen en n'imposant pas véritablement nos règles. Et puis aussi au fait que les rares tentatives qu'il y avait eu de créer un moteur de recherche européen étaient surtout d'initiatives publiques. Oui, c'était Jacques Chirac qui avait porté cette idée-là. Voilà, c'était des initiatives qui étaient nées plutôt de l'État, plutôt un peu sur une espèce d'espérance de modèle à la Airbus, mais plus portées par des universitaires et puis avec quelques grands industriels, mais qui n'avaient pas tous le même objectif, où il n'y avait pas de vrais leaders pour savoir dans quelle direction aller, et qu'il n'y avait pas de vraie vision entrepreneuriale de ce qui faisait que, ok, on crée une technologie, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont l'adopter? Et quand vous avez déjà Google, qui même s'il n'avait pas 95% de part de marché, imaginons qu'il avait 80% de part de marché, quand vous arrivez, vous voulez essayer de faire la même chose que Google, vous le faites en moins bien. Parce que technologiquement, Google est très au-dessus. Et si vous n'avez pas la valeur différenciante pour faire que les gens viennent, ça va être compliqué. Et donc quand Eric Léandri se dit il y a la place pour un moteur de recherche européen parce que cette anomalie elle ne peut pas durer, c'est pas possible. Il se dit aussi il y a un gros problème de dépendance de tout l'écosystème numérique, tout l'écosystème industriel des entreprises à un moteur de recherche. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure 96% des Européens qui vont faire une recherche qui vont utiliser Google, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas présent dans les premiers résultats de Google pour une entreprise, vous êtes mort. Ça a un peu changé parce qu'il y a d'autres canaux de communication, mais ça reste très vrai quand même. L'obsession des entreprises à être bien référencée sur Google, elle est beaucoup liée, elle est essentiellement liée au fait que si vous n'y êtes pas présent, vous n'avez pas accès aux gens. Et donc il y avait ce besoin de créer un moteur de recherche où les Européens pourraient être présents, même si vous n'êtes pas en premier résultat sur Google, peut-être que vous le serez sur Quant ou inversement, ou sur d'autres moteurs de recherche, et qu'on va stabiliser l'écosystème économique par pluralité de moteurs de recherche. Mais il fallait trouver la clé différenciante qui fait que les gens auraient envie d'utiliser un autre moteur de recherche. Et parce que c'est déjà ses préoccupations, lui-même très sensibilisé à la question de la protection des données, de la souveraineté numérique au sens noble. Je pense qu'il faudra revenir sur cette notion. C'est dit, il faut qu'on prenne le truc à l'envers. Et tout le développement numérique qui s'est fait sur la collecte des données personnelles, tout ce modèle économique, publicitaire qui est basé sur la capacité à cibler personnellement les gens, on va l'arrêter, on va faire complètement l'inverse. On va entre guillemets revenir à un web à l'ancienne qui était plus sain, où on va faire de la publicité qui est basée sur les mots-clés qui sont saisis sur le moteur de recherche. Et c'est très performant, et ça va fonctionner comme ça. Et en ayant ce discours de protection des données personnelles, donc en 2000, alors la première version du moteur de recherche a été lancée en 2013, et c'était 3 ans avant que le Parlement européen adopte le fameux RGPD, qui est rentré en vigueur l'année dernière. Donc c'était déjà une réflexion où on sentait que les Européens avaient une sensibilité à la protection des données personnelles beaucoup plus importante que les Américains, et que c'était par cette clé-là on allait réussir à s'imposer sur le marché. Et puis ça a aussi un autre avantage, c'est que ça oblige à réfléchir. Quand vous êtes sur Internet, où vous avez tous vos concurrents qui réfléchissent à comment je vais collecter le maximum de données personnelles, et que vous vous posez comme contrainte de comment je vais rendre le même service qu'eux, mais sans avoir du tout de données personnelles, ça oblige à réfléchir différemment, à être imaginatif. Et l'imagination, elle devient très fertile dans cette contrainte-là. Et donc on arrive à se différencier et à attirer des gens grâce à ça. Alors comment, au départ, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le fondateur, Eric Léandri, enfin son parcours, ce qu'il a fait, et puis au départ, comment on fait pour sortir la tête de l'eau, ou peut-être au début quelques cheveux de l'eau, quand on est Quant et qu'on est
sur un terrain européen sur lequel Google n'est même plus ultra dominateur, mais en quasi monopole. Alors, je ne pourrais pas vous dire grand-chose sur Éric Léandri, puisque quand on commence par le respect de la vie privée, on commence par la son parcours professionnel. Mais sans entrer dans les détails, sauf que je n'ai pas son CV en tête, mais c'est quelqu'un qui vient de la sécurité informatique. Il faut demander à Google, alors, si on veut... Même pas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver des informations. Mais c'est quelqu'un qui vient de la sécurité informatique et qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, qui a dirigé quelques entreprises avant, mais j'ai aucun nom très connu du grand public. Mais tout ce qui est cybersécurité, c'est pour ça que je vous dis, il avait déjà une sensibilité très, très aiguë sur ce sujet. Et j'ai oublié, pardon, la deuxième partie de votre question. Comment on fait pour sortir la tête face au monopole D'abord, la première étape, c'était comment on se différencie en termes de valeur. Qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur va venir? Et donc, il y avait cette affirmation du fait que Quant ne collecterait pas de données personnelles, il fallait le faire comprendre. Et puis, travailler sur une interface utilisateur qui va être différente, qui est plus colorée, etc., qui donne envie d'être utilisée. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est de trouver des partenaires européens sur lesquels s'accrocher, qui vont nous aider à nous développer. Et donc, très vite, il a réussi à convaincre le groupe Axel Springer, qui est un grand groupe de presse allemand, ce qui a donné la dimension européenne très rapidement, avec le socle franco-allemand. Donc tout à l'heure je parlais d'Airbus, parce que ça a quand même été un modèle dans cette capacité qu'on a à créer un géant, même si nous on n'a pas ambition de devenir un géant, mais de créer un acteur crédible en s'appuyant sur ces deux marchés, puisque en France et Allemagne ensemble, c'est un marché déjà conséquent. On doit être à 150 millions de personnes, ce qui est plus que ce que les États-Unis ont chez eux. Et puis après, trouver des appuis comme la Banque européenne d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations qui est venue ensuite. Puis c'est recruter des gens qui savent faire des moteurs de recherche, donc des experts sur la question du référencement, des gens, des chercheurs qui sont très reconnus en France sur tout ce qui va être l'algorithmie d'un moteur de recherche. Est-ce qu'on recrute chez Google? Non. Enfin, à ma connaissance, personne ne vient de chez Google. Je dis peut-être une bêtise, mais à ma connaissance, non. Je veux dire, ça pourrait changer, mais au tout départ, les profils qui venaient chez Quant étaient... il fallait être un peu fou pour venir chez Quant. Quand vous étiez chez Google, vous êtes tellement bien chez Google, très bien payé, avec une entreprise que tout le monde connaît. Moi, quand je suis arrivé chez Quant fin 2016, en plus j'ai quitté Numérama que j'avais créé depuis 15 ans, etc. On m'a regardé, on m'a demandé... T'es fou, Quant ça va être mort dans 6 mois, ils font pas de collecte de données personnelles, ça va dans le mur. Et je pense que maintenant le regard de 2 ans et demi après a pas mal changé. Et que Quant est aujourd'hui séduisant parce qu'on est en train de réussir le pari, c'est-à-dire que le pari qui était fou il y a encore 2-3 ans, on voit que ça marche. Donc, on a, je pense, plus de 100 millions aujourd'hui d'utilisation, de visites par mois. Et puis on voit que l'écosystème globalement sur Internet est en train d'évoluer, qu'il y a le RGPD qui est arrivé, que Google lui-même s'est fait sanctionner assez lourdement par la CNIL, et même si l'amende c'est pas grand-chose pour Google, les termes de la décision de la CNIL vont l'obliger à tout changer. Et puis c'est très excitant pour un ingénieur de réfléchir à comment je vais pouvoir fournir un niveau de service équivalent à ceux que les gens ont l'habitude d'utiliser sans prendre leurs données personnelles. Ça oblige à réfléchir, ce qu'on appelle le privacy by design, à réfléchir technologiquement à une manière complètement différente d'envisager les services. Et ça, c'est très excitant pour les gens qui viennent, y compris des GAFA. C'est pour ça que je dis peut-être que potentiellement il y aura des gens demain qui viennent de chez Google, mais ils ne viendront pas apporter la culture de Google, ça c'est sûr. Et vas-y. Oui, alors moi j'avais des questions un peu sur le développement, mais vous y avez un peu répondu avec la fréquentation.
vous annonciez une part de marché en 2019, 2018-2019, si j'ai bonne mémoire, qui serait entre 5 et 8%. Est-ce que vous y êtes et puis, quel est votre chiffre d'affaires? Et ma question, c'est, puisque vous n'utilisez pas les données personnelles des gens qui viennent et qui utilisent Quant, quels sont, d'où vient votre chiffre d'affaires, puisque ça n'est pas de la publicité, ou en tout cas pas de la publicité adaptée aux visiteurs. Alors, sur les parts de marché, nous, on n'a pas annoncé 5 à 8%. C'est Médiamétrie qui a fait une étude qui a été citée par les Échos, dans lesquelles on avait 8% de parts d'audience. Et là, il y a une petite subtilité technique, c'est que pour Médiamétrie, il suffit que vous vous connectiez une fois sur Quant dans le mois, vous rentrez dans l'audience, et donc il y avait 8% des internautes français qui avaient été au moins une fois sur Quant. Ce qui est un peu différent de la part de marché, sur laquelle on estime que vous devenez le moteur de recherche par défaut. Donc Médiamétrie nous plaçait à 8. À côté, vous avez des sources qui adorent citer nos adversaires, qui sont des sources américaines, qui n'ont aucune valeur sondagière en Europe, mais où ils mettent à 0,5. Nous, on estime qu'on est autour de 4-5% de part de marché en France. Mais on croit au nombre de visites, on fait à peu près, quasiment depuis que je suis chez Quant, on fait 10 à 20% de plus chaque mois. C'est vraiment exponentiel et ça explose depuis au moins un an. Sur le chiffre d'affaires, je ne peux pas vous le communiquer. Celui de 2018 est, à ma connaissance, pas publié, je ne le connais même pas. Celui de 2017 a dû être publié, mais vu que je ne m'occupe pas du tout des aspects financiers, je ne l'ai pas en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en déficit. Pour une raison simple, c'est qu'on réinvestit tous les bénéfices potentiels. C'est-à-dire que si on n'avait pas... moi, quand je suis arrivé en fin 2016, j'étais à peu près le 50e, je devais être 49e, quelque chose comme ça, employé. Et aujourd'hui, on approche les 170 employés, donc on a beaucoup recruté, on continue à beaucoup recruter, donc à chaque fois qu'on peut, on recrute. Et ça, c'est une trajectoire qui est assez classique pour les startups, même si c'est un peu moins la culture en France et en Europe, mais les premières années, ça peut être premières années qui durent très longtemps, ça peut durer 10 ans éventuellement, c'est vous êtes en déficit parce que vous réinvestissez tous vos bénéfices potentiels dans votre croissance. Ce qui est Uber, par exemple, tous les mois fait des milliards de déficits, et ça fait 10 ans qu'ils existent. Mais nos courbes, quand on regarde les courbes des dépenses et les courbes de chiffre d'affaires, on voit qu'elles vont se croiser assez rapidement et qu'on va être à l'équilibre l'année prochaine ou cette année. Puis après, il y a une décision qui, moi, ne m'appartient pas. Est-ce qu'on va continuer dans la stratégie de développement sur les recettes, sur le chiffre d'affaires, notre modèle économique, il est basé sur la publicité. Mais c'est de la publicité qui n'est pas ciblée sur vous personnellement. C'est-à-dire que si moi et vous et moi, on fait la même recherche sur Quant, on va avoir les mêmes publicités. Ça ne va pas être mon niveau de revenu qui va déterminer la publicité, ça ne va pas être mes centres d'intérêt culturel, ma religion, enfin, tout ce que je citais tout à l'heure. C'est vraiment qu'est-ce que vous recherchez au moment où vous le recherchez sur Quant. Et si on a un annonceur qui a ce que vous recherchez à vous proposer, tout son intérêt, c'est de faire que il puisse montrer à l'utilisateur qu'il a effectivement ce qu'il recherche, donc il va nous payer pour mettre en avant son offre de produit ou de service. Et si vous cliquez dessus, on est rémunéré par l'annonceur. Et sur un moteur de recherche, c'est un modèle qui fonctionne extrêmement bien. Ça a été celui de Google jusque de mémoire 2008, peut-être un peu avant. Où l'intégralité des publicités sur google.com, moteur de recherche, n'était pas du tout personnalisée. Et à ma connaissance, c'est encore vraiment une petite part du chiffre d'affaires lié à Google Search qui est faite sur la personnalisation liée au profil, donc sur les publicités que vous voyez sur le moteur de recherche, parce que vous avez assez peu besoin de personnaliser, puisque les gens, par nature, vous disent ce qu'ils sont en train de rechercher sur le moteur de recherche. Donc ça fonctionne très bien. Et puis c'est un modèle, encore une fois, pour moi, sur lequel on va devoir revenir. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience du fait que Internet, grand public, ça a une petite vingtaine d'années.
ça fait à peu près 20 ans qu'on a chez soi Internet. Avant, Internet, c'était dans les universités, c'était éventuellement dans les entreprises, mais on n'avait pas à la maison. Et 20 ans après, ce qui est assez court dans l'histoire de l'humanité, enfin très très court dans l'histoire de l'humanité, et même l'histoire industrielle moderne, c'est assez court, 20 ans. 20 ans après, on en est à tout savoir sur la vie des gens. C'est-à-dire que par Internet, on sait très exactement, là pour peu que j'ai utilisé Google Maps pour venir, on sait que je suis au CCO. On sait à quelle heure j'y suis, on sait à quelle heure je vais repartir, on sait quels sont les sites internet que j'ai visités avant, donc à partir de mon historique de site internet, on sait à quoi je m'intéresse, à quoi je ne m'intéresse pas, on sait mes idées politiques, on sait mes idées religieuses, etc. On sait quel contenu vidéo je consulte sur internet, on sait, pour peu que je regarde des discours politiques sur YouTube ou autre, on sait quels sont éventuellement les partis qui m'intéressent, ça révèle énormément de choses, on sait mon historique de recherche, enfin, pas le mien en l'occurrence, mais si j'utilisais Google, on saurait mon historique de recherche. Et l'historique de recherche, ça révèle énormément de choses rien que ça révèle énormément de choses sur les gens. Et on sait quasiment tout. Et pourtant, Internet n'a que 20 ans. Et je fais un peu le parallèle avec l'agriculture intensive, les pesticides, toute la production carbone, etc., où on a eu peut-être pendant toute une partie du XXe siècle un développement déraisonné de l'industrie, de l'agriculture, où on a fait de la pollution, des pesticides, etc., sans réellement réfléchir aux implications. Et à partir de la fin du XXe siècle, années 80, années 90, on a commencé à réfléchir à l'impact sur la planète pour tout ce qui était émissions de carbone, et à le développement d'une agriculture biologique qui est en train progressivement finalement de s'imposer ou de se réimposer comme la norme. La collecte des données personnelles pourrait être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, c'est une expression qui est un peu sortie, qui est plus tellement à la mode, mais il y a une période où on parlait beaucoup, on disait les données c'est l'or noir du XXIe siècle. Donc c'est le pétrole. En fait c'est une très bonne analogie, parce que le pétrole ça pollue. Et donc aujourd'hui on essaye de s'écarter du pétrole et de faire de l'électrique. Donc compte c'est le moteur bio, c'est ça. Voilà, nous on a dans l'idée qu'on est en train... On a fait finalement les bio-coop des années, je ne sais plus en quelle année a été créé Biocoop, mais c'est des années 80-90. On est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, ça paraît complètement fantaisiste de se dire on va faire un truc où en fait on n'émet pas de pétrole, on ne collecte pas de données personnelles, on fait un truc propre. Et puis on est persuadé que ça va s'imposer comme le modèle de développement durable parce que c'est pas possible que dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, les gens continuent à donner toujours davantage accès à leur vie privée. Je pense qu'il va y avoir un moment où il va y avoir une rupture, et je pense qu'on y est. On y est depuis, en gros, l'affaire Cambridge Analytica, on pourra revenir sur le sujet, avec Facebook, où ce qui a vraiment changé avec cette affaire-là, c'est que quand on parlait de publicité ciblée, du fait que les GAFA collectaient énormément de données personnelles pour pouvoir vendre un aspirateur, finalement, c'était que pour vendre un aspirateur, c'était pas bien grave. Et éventuellement, si je veux acheter un aspirateur, c'est même sympa de voir une publicité pour un aspirateur qui est pas cher et que je puisse l'acheter rapidement. Ce qui a changé l'affaire Cambridge Analytica, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le fait que Facebook sache que je suis, je sais pas, musulman, enfin en l'occurrence pas musulman, plutôt hostile aux musulmans, très réactionnaire, etc., on va pouvoir me pousser de la publicité qui fait que je vais aller voter pour Donald Trump. Et donc ça a parti, enfin, d'après certaines études, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais d'après certaines études, la publicité ciblée a contribué à faire élire Donald Trump. Elle aurait contribué à faire élire Bolsonaro au Brésil. On a dit qu'elle a contribué à obtenir le Brexit en Grande-Bretagne, etc., etc. Parce que cette publicité ciblée vous permet d'avoir accès au profil psychologique des gens, de savoir quelles sont les cordes sur lesquelles tirer, pour les faire voter dans un sens ou dans un autre. Et donc on a une capacité de manipulation à travers tous ces réseaux sociaux, toutes ces plateformes, qu'on utilise consciemment ou pas en tant que plateforme. C'est-à-dire que vous donnez accès à des outils et les gens les utilisent pour aller cibler telle ou telle catégorie de personnes. Et les plateformes elles-mêmes les utilisent pour décider quels sont les contenus qu'on va vous montrer à vous et pas à d'autres. Et donc cette capacité massive de manipulation, je dirais que jusqu'à l'affaire Cambridge Analytica, on en parlait, mais on nous disait en fait vous êtes que des paranos, etc. Et depuis l'affaire Cambridge Analytica,
finalement, on a un exemple un peu in vivo que bah non, c'est pas de la paranoïa, c'est une réalité. Et donc cette prise de conscience, elle est aussi politique, elle incite à réguler de plus en plus les plateformes. Et pour reprendre mon analogie, exactement comme on a créé progressivement des normes pour baisser la pollution pour les véhicules, même si certains font des tests qui permettent de biaiser, etc. Mais globalement, la volonté politique, elle est qu'on fasse de moins en moins d'émissions de carbone. Il va y avoir une volonté politique qu'on fasse de moins en moins de collecte de données personnelles, donc on est plutôt précurseur sur ce domaine. J'ai une autre question par rapport à vos concurrents, et notamment à Google. Vous avez très bien expliqué, je ne sais plus en quelle année, mais il y a une bonne dizaine d'années, le basculement de simplement moteur de recherche à plateforme. 2011. Voilà. Donc il semblerait que vous soyez aussi dans cette logique-là. Est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et parce qu'on voit que vous avez divers produits annexes, si on veut, hein, qui relèvent de la plateforme, compte musique, compte carte, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais et quel est l'intérêt pour vous, dans la mesure où justement vous ne croisez pas toutes ces données comme le fait Google pour apporter ces publicités orientées et personnalisées? Alors, est-ce qu'on est une plateforme? Ça dépend dans quel sens vous donnez à ce mot-là. On est une plateforme dans le sens où on a plusieurs services qui sont hébergés sur ce site qui s'appelle Quant.com. Donc vous avez effectivement Quant Musique, ou si vous recherchez un artiste ou le titre d'un album, vous allez arriver sur, si vous recherchez un artiste, sa biographie, quels sont ses réseaux sociaux, sa discographie, vous pouvez écouter des extraits de ses différents albums, etc. Ça, finalement, c'est un outil qui vient juste préciser votre recherche. C'est un outil adapté à une recherche spécialisée. Quant Maps, donc, qui est notre service de cartographie, qui est encore en test, mais qui va sortir là. Si vous allez sur quant.com/maps, vous pourrez le tester, mais il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités dessus. C'est un service qui vous permet de savoir comment aller d'un point A à un point B, de voir une carte, mais sans que nous, on sache où vous êtes. Donc, si plutôt que d'utiliser Google Maps, là pour me rendre en voiture, j'avais utilisé Quant Maps, Quant ne saurait pas que je me suis rendu aujourd'hui au CCO, j'aurais eu l'information. Après, on a Quant Junior qui est pour les enfants, alors, pour le coup, qui a son propre nom de domaine, quantjunior.com, sur lequel on va écarter les résultats qui ne sont pas appropriés pour les enfants, qu'il ne va pas y avoir de violence, pas de drogue, pas d'appel à la haine, pas de pornographie, ce genre de choses. Parce que c'est un service qui nous a été demandé, notamment par les écoles, qui voulaient avoir un moteur de recherche plus sûr installé en classe, puis ça a été adopté par les familles qui mettent ça évidemment sur l'ordinateur familial. On a ce qu'on appelle une verticale Quant Shopping qui permet de comparer les différents marchands. Donc, dans ce sens-là, oui, on est une plateforme. Et c'est beaucoup parce que ça nous est demandé, en fait, comme une chose qui nous est énormément demandée, ça a été un peu une surprise pour nous, mais c'est de créer un mail. Oui, non, mais c'est ça, parce que Google a le côté pratique, voilà, j'ai Gmail, j'ai Maps, l'agenda, tout est lié. C'est vrai qu'ils savent tout, mais bon. Oui, et alors. Le mail, qu'en est-il? Alors, avant de répondre au mail, c'est la grosse quand même différence entre ce que fait Google et ce que fait Quant, c'est que quand Quant lance Quant Shopping, ça a assez peu d'impact sur les concurrents qui ont déjà leur propre comparateur de prix. Parce que Quant, c'est, on a dit, à peu près 4-5% de part de marché en France. Quand Google, en 2016 ou quelque chose comme ça, non, j'ai plus la date, quand il sort Google Shopping en Europe, et notamment en France, et là je peux vous en parler parce que je l'ai vécu sur Numérama où j'avais un comparateur de prix, du jour au lendemain, j'ai perdu 50% de chiffre d'affaires. Je me suis couché un soir, je me suis réveillé le lendemain matin, Google avait lancé, s'apprêtait à lancer Google Shopping, il a déclassé tous ses concurrents potentiels. Et il s'est fait sanctionner d'ailleurs par la Commission européenne à cause de ça. Parce que quand vous avez 95% de part de marché, quand vous êtes une plateforme qui fait que quand vous avez un internaute qui veut rechercher un service, c'est celui
de Google qui arrive, bah, vous écrasez toute la concurrence. Le jour où on aura ce genre de problème, c'est qu'on sera déjà à un niveau... mais c'est quand même des réflexions qu'on a. Est-ce que, par exemple, sur la cartographie, est-ce qu'on va imposer Maps à chaque fois qu'on va rechercher une carte, ou est-ce qu'on va permettre d'afficher autre chose, ou de rien afficher du tout? Des questions qu'on se pose. Sur le mail, on travaille dessus, on a annoncé une date, on arrête d'annoncer des dates parce qu'on est toujours en retard, et voilà. Mais on le fait parce qu'en fait, c'est même plus que le côté pratique. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Parce qu'au départ, faire du mail pour Quant, c'est antinomique. Alors que, par définition, quand on a vos mails, ben, on a des données personnelles qui vous concernent. On a potentiellement accès à ce que vous, même si nous, évidemment, on n'ira jamais lire, on ne demandera même pas à nos robots d'aller lire le contenu de vos mails, mais il faudra bien qu'on les stocke quelque part, donc on les aura quand même. On aura votre carnet d'adresse. Bon, on va avoir des données personnelles, et donc c'est pour nous problématique. Mais bon, pendant très longtemps, on disait on va pas faire de mail parce que c'est pas dans la promesse de Quant. Sauf que ce qu'on n'avait pas compris, c'est que pour les gens, Google, c'est le mail. C'est-à-dire que moi qui suis un peu vieux sur Internet, même si j'ai que 36 ans, ça fait 20 ans que je suis sur Internet, pour moi, Google, c'était le moteur de recherche. Et je distinguais bien Google, Gmail, Android, Google Docs, c'était pour moi des produits séparés. Les gens nous disaient, oui, d'accord, mais si je bascule sur Quant en tant que moteur de recherche, comment je fais pour mes mails? Parce qu'ils sont tellement l'habitude d'aller en haut à droite, de cliquer sur mail pour lire leur mail, en fait, pour eux, Google, c'est les mails. Et donc, il faut qu'on puisse répondre à ce besoin-là aussi, qui est de dire, bah, si vous allez sur Quant, vous inquiétez pas, vous ne perdez pas vos mails, vous aurez Quant Mail, vous pouvez importer vos mails de Gmail, ça ne changera rien à votre expérience. Et donc, c'est presque plus pour rassurer et lever cet obstacle qui est lié à l'usage et au fait que Google justement est devenu une plateforme qui brouille un peu les pistes entre les différents services, qu'on est obligé, parce qu'on nous le demande, de sortir ce type de service-là. Une question que j'avais, c'est Quant, le nom, d'où vient-il? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y en a une, c'est la contraction entre query, qui est la requête que vous faites, quantity, qui est la grande quantité d'informations, et le want, qui est je veux quelque chose. Donc je veux quelque chose dans une grande quantité d'informations, plus, alors je ne sais plus exactement, mais en mathématiques, il y a un terme quant quelque chose, qui exprime cette idée de volume de données. Donc c'était un nom qui rassemblait un peu tout ça. Alors justement, sur le volume et la qualité des réponses apportées aux demandes des internautes, est-ce que vous assurez une qualité de recherche similaire ou supérieure à Google? Alors là, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre. Faites le test, mais très honnêtement, la très grande majorité des gens sont étonnés. En fait, ils s'attendent à ce que les résultats soient moins bons que sur Google. Et en fait, ils ont des résultats qui sont au moins aussi bons. Voire certains nous disent qu'ils sont meilleurs parce que Google est tellement maintenant habitué à personnaliser les résultats de recherche que, un peu de la même manière que vous allez faire des recherches pour du shopping et puis en fait pendant une semaine, voire 2 semaines, vous allez voir la publicité pour quelque chose que vous avez déjà acheté ou qui ne vous intéresse plus. Bah, il y a un peu cette tendance à personnaliser des résultats de recherche de façon biaisée. Et en fait, en voulant personnaliser, c'est pas tellement les résultats qui vous intéressent sur le moment. Alors que nous, du fait qu'on est neutre, on ne va pas personnaliser les résultats de recherche en fonction de qui vous êtes, on va avoir le meilleur résultat possible sur la requête que vous faites à ce moment-là. On va dire pour 95% des gens, et je pense que j'exagère pas, les résultats que vous avez sur Quant sont largement satisfaisants et répondent aux besoins. Les 5% restants, ça va être les développeurs informatiques, pour une raison technique, mais qui s'explique bien, c'est que vous êtes développeur informatique, vous voulez avoir accès à de l'information sur comment je développe tel ou tel truc, vous allez utiliser
massivement Google pour le faire, et donc vous apprenez à Google où sont les informations qui sont intéressantes pour les développeurs informatiques, et vu qu'ils utilisent massivement Google, c'est lui qui va avoir les résultats les plus pertinents pour cette typologie-là d'utilisateurs. Et puis en plus, c'est des sites qui sont souvent assez compliqués à indexer parce que c'est pas du langage naturel, c'est du langage informatique. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs informatiques dans la salle. Oui, mais... DuckDuckGo marche très bien. Le problème, DuckDuckGo utilise l'index de Google. Donc en fait, c'est une interface de recherche, mais vous allez avoir le même résultat que Google. Nous, la spécificité avec Qwant, c'est, j'allais dire, on va peut-être reparler de souveraineté numérique, c'est peut-être le moment, c'est que Qwant, on développe nos propres algorithmes, notre propre moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on crée deux choses, un index. Donc l'index, c'est la bibliothèque sur laquelle on sait où sont les contenus sur Internet. Donc ça demande énormément de serveurs, de capacité d'aller copier en gros le contenu d'Internet sur nos propres serveurs, même si c'est fait de façon plus subtile et intelligente que ça, hein, heureusement. Mais globalement, c'est ça, on copie Internet sur nos propres serveurs. Et puis les algorithmes qui permettent de savoir quand vous faites une recherche, qu'est-ce qui, dans cette grande bibliothèque, quel est le livre qui va vous intéresser. Et ça, en Europe, on est les premiers aujourd'hui à développer notre propre moteur de recherche. Et après, il y en a d'autres, il y a DuckDuckGo, Lilo, Ecosia, qui eux sont des interfaces de recherche, qui vont utiliser exclusivement les résultats de recherche qui ont été fournis par Google, Bing, donc qui est Microsoft, éventuellement pour certains Yandex, qui est le russe, et puis Yahoo, mais Yahoo lui-même utilise les résultats de Microsoft. Globalement, ils ont tous utilisé les résultats de recherche américains. Ce qui pose une difficulté, puisque ça veut dire que nous, en tant qu'Européens, on n'a pas la visibilité sur ce qui existe sur Internet, et qu'on n'a pas nos propres critères de ce qui est important ou pas sur Internet. Donc la mission de Qwant, c'est pas seulement de protéger les données personnelles, c'est aussi d'apporter une indépendance technologique, et donc à travers l'indépendance technologique, une indépendance culturelle, une indépendance politique, une indépendance économique, etc., sur quels sont les contenus qui, sur Internet, sont intéressants, sont pertinents, quels sont les contenus qu'éventuellement on va conserver dans notre index, quels sont les contenus qu'on va retirer de notre index parce qu'on estime qu'en Europe on ne devrait pas avoir ça dans notre index, etc. Et quand vous confiez votre index uniquement aux Américains, ben, ils ont leur logique d'Américains que je ne condamne pas du tout, mais qui est la leur, qui n'est pas forcément la nôtre. Et si demain ils décidaient de couper les tuyaux pour une raison, on ne sait pas ce que l'avenir réserve, ben, on n'a plus de connaissance de ce qui est sur Internet. Donc il y a cette vraie question de la souveraineté, de l'indépendance européenne à laquelle on essaye de répondre. Est-ce que vous arrivez à convaincre? Ben, ce que je disais tout à l'heure, on est... Alors je parle là pour le coup, enfin, peut-être pas le grand public, mais les décideurs. Oui. On a, alors en France, très clairement, il y a une prise de conscience. Moi, il y a des grands porteurs. Que oui. Je pense depuis 2 ans. Justement sur cette question de la souveraineté numérique. C'est-à-dire que le mot souveraineté, il y a encore, je pense 2-3 ans, quand on le prononçait, il y avait un mouvement de recul, c'était le langage de l'extrême droite, c'était, voilà, on ne comprenait pas ce qu'on mettait derrière ce mot-là. Puis il y avait ce côté un peu paranoïaque, c'était pas grave si c'était les Américains, après tout c'est les meilleurs services, etc. Aujourd'hui, quand on va voir des décideurs politiques, je dirais les députés, y compris l'Élysée, ou les représentants locaux dans les mairies, etc., quand on leur parle de souveraineté, comme je viens de le faire, en expliquant les enjeux derrière, de la capacité qu'on doit avoir à connaître ce qu'il y a sur Internet, à fournir nous-mêmes aux entreprises les données qui sont sur Internet, tout ce qui est Internet des objets aussi qui est en développement, et les risques qu'il y a à confier nos données personnelles ailleurs qu'en Europe, voire à les confier tout court. Il y a une oreille qui est beaucoup plus attentive aujourd'hui, et puis je pense qu'il y a aussi un regard sur Qwant qui a changé. Au tout départ, c'était un peu un truc fou, et tout le monde pensait que ça échouerait le mois d'après. Et maintenant, on voit que ça réussit, on voit que ça se développe, et donc il n'y a plus cette hésitation-là, et au contraire, Qwant devient quelque chose sur lequel on peut vraiment parier et soutenir.
donc il y a énormément de collectivités qui ont basculé sur Courant. Alors c'est ça, il faut des têtes d'affiche aussi. Là, alors, si on parle localement, j'ai vu qu'au cours des derniers mois, il y a l'Université de Nantes, par exemple, qui l'a adopté, la métropole de Nantes. Alors la métropole, ma connaissance, pas encore faite, c'est peut-être dans les tuyaux. Oui, enfin il y a eu une annonce, il me semble. Hein, alors la métropole, je sais pas. Ouais. Il y a une annonce de l'université. L'université, oui. La métropole, j'ai pas vu passer d'annonce, mais si c'est fait, merci. Et puis voilà, c'est très bien. Et après, il y a eu les ministères, ministère de l'armée, des armées, qui là c'est pas innocence parce qu'il y a aussi une prise de conscience. Ouais, parce qu'ils avaient installé Microsoft qui avait la main sur quasiment tout. Voilà. Alors ils utilisaient, je pense, je ne l'affirme pas, mais je pense qu'ils utilisaient Google. Et puis quand vous êtes diplomate, vous êtes colonel d'armée, ou je ne sais pas, ou soldat, vous faites des recherches, comme je disais tout à l'heure, l'historique de recherche en dit beaucoup. Il y a des secrets diplomatiques qu'on ne veut pas forcément révéler, y compris à ses alliés. Et quand vous savez que la NSA, donc l'agence de sécurité de renseignement américaine, a dans ses attributions le fait de faire de l'intelligence économique, diplomatique, on va éviter de les transmettre ces recherches sur des serveurs américains. Ça paraît que je pense que si le ministère des Armées a voulu basculer, c'est notamment pour cette raison-là. On a l'Assemblée nationale qui a basculé, on a toute la région Île-de-France, on a une bonne partie maintenant, je pense, des écoles avec Courant Junior. On a la métropole de Rennes, Rouen, Nice, il y en a tellement maintenant que j'oublie, mais on a de plus en plus de collectivités. Est-ce que le fondateur est prophète sur son île Corse? Oui. oui, quand même. Enfin, dans son petit village, ils ont basculé depuis longtemps. Et puis après, je pense que Bastia et Ajaccio ont basculé. D'accord. J'entendais quelqu'un qui... On va passer aux questions, mais j'entendais quelqu'un qui disait, mais comment on fait pour Courant et ses services, très concrètement? Comment ça se passe pour utiliser Courant? Si vous le voulez, vous allez sur Google, vous tapez pour la dernière fois et vous tapez Courant et vous arrivez sur Courant. Mettez en préférence. Sinon, plus simplement, vous allez dans votre barre d'adresse, là où vous faites vos recherches d'habitude. Vous écrivez courant.com. Vous arrivez sur Courant et vous allez avoir en haut à droite un petit bouton Installer Courant. Vous cliquez dessus, ça va vous mettre Courant par défaut sur votre navigateur et vous n'utiliserez plus que Courant à chaque fois que vous faites une recherche. Très simple. Et sur les mobiles, vous allez sur l'App Store d'Apple ou Google Play pour Android, vous cherchez l'application Courant et vous en faites votre navigateur sur votre mobile et vous utilisez Courant pour vos recherches et votre navigation. Mais alors pour se désintoxiquer un peu plus, quel moteur de recherche collecte le moins de données pour les si on... Enfin, pas quel moteur, pardon. Navigateur ? Navigateur, oui, si on ne veut pas utiliser Chrome. Aujourd'hui, je pense que le mieux, ce serait Brave, B-R-A-V-E, qui a été créé par le fondateur d'un langage de programmation qui s'est imposé sur le web, qui est le JavaScript, quelqu'un qui s'appelle Brendan Eich, qui a fait ce navigateur qui va bloquer, y compris la publicité, dès qu'elle vous traque, en fait, il va bloquer l'affichage de la publicité, il est très efficace. Sinon, vous avez l'historique de Mozilla qui s'appelle Firefox, F-I-R-E-F-O-X. C'est un très bon navigateur libre sur lequel vous avez assez peu, voire pas du tout de tracking aussi, même s'il y a quelques composants de Google, c'est pour ça que j'hésite un peu. Mais globalement, c'est quand même très, très propre. Par contre, et est-ce que vous allez en développer un jour à terme? Non. Nous, on est plutôt dans une logique. Enfin, je ne veux pas dire non à qui t'avait pas mal, mais c'est pas dans nos projets. C'est le même. Voilà. Mais on est plutôt à travailler avec, parce que réellement faire un navigateur, c'est beaucoup de travail. C'est une expertise extrêmement fine. Il faut savoir, vous avez des bibles comme ça, de la façon dont les pages internet sont codées, comment ça doit être reproduit au pixel près sur votre écran. Enfin, c'est un travail à part entière. Et il y en a très peu dans le monde qui sont capables de le faire. En gros, vous avez Google, Microsoft, Mozilla,
Même pas Brave, puisqu'en fait ils utilisent le moteur d'affichage de Google, dans lequel il n'y a pas la partie tracking, hein. C'est vraiment uniquement la façon dont ils décodent une page. Ouais. Et puis Apple. Opéra. Et Opera. Ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous ceux dans le monde qui sont capables de faire aujourd'hui un navigateur. C'est très très compliqué. Donc nous on est plutôt à travailler en partenariat avec des gens qui font des navigateurs pour qu'ils mettent compte par défaut si ça répond à leurs préoccupations. Alors on va passer aux questions de la salle. C'est moi qui ai la maîtrise du micro, donc je vais me permettre de poser la première. Et après, on va passer. Avant de passer le micro, j'aimerais bien que vous disiez un mot sur cette nouvelle mode des assistants vocaux, les assistants personnels, qui sont quand même des petits engins qui nous écoutent toute la journée. Et ma deuxième question, elle est plus personnelle. Vous utilisez quoi comme appareil, comme téléphone mobile? Alors, je suis un mauvais élève, j'utilise un Android. Juste parce que C'est pas un appareil de chez Google, quand même. Non, c'est un Honor. Parce que juste pour des raisons personnelles, j'ai envie de mettre 1000 € dans un téléphone, ce qui d'ailleurs pose un vrai sujet sociétal à mon avis, c'est qu'on ne devrait pas avoir à réserver la protection de la vie privée à ceux qui ont les moyens. Donc, la Commission européenne, le fait qu'elle vienne taper contre Android en disant, et la CNIL récemment en disant à Google ce que vous faites sur Android, c'est pas bien au niveau de la protection des données, c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Avec les applis, là, récemment, qui communiquent des informations très personnelles, oui, alors, qui les remontent vers Facebook. Oui, alors ça, je pensais même pas à ça, parce que pour moi, ça, à la limite, on peut se dire c'est un défaut de vigilance, une faille de sécurité, etc. Mais il y a surtout, là, ce qu'a dit la CNIL, c'est que quand vous achetez un téléphone Android, la première chose qu'on vous demande, c'est de créer un compte Google. Et qui est donc, parce qu'il vous faut un compte Google pour avoir Gmail, et puis si vous n'avez pas de compte Google, vous ne pouvez pas télécharger des applications sur Android, parce que pour avoir accès à Google Play, pour télécharger des applications Android, vous êtes obligé d'avoir un compte Google, etc. Et ce qu'a dit la CNIL, c'est puisque finalement on n'a pas le choix, est-ce que le consentement qu'on donne à la collecte de ces données personnelles, qu'on donne une fois à Google et qui vaut pour tous les services de Google, est-ce qu'il est réellement libre comme l'impose le RGPD? La réponse de la CNIL, c'est non. C'est pour ça que je disais, en fait, ce qui est plus intéressant dans la décision de la CNIL, c'est pas tellement le montant de l'amende, c'est vraiment les motifs de la décision, parce qu'elle va obliger Google à tout changer sur la manière dont il demande le consentement, sur éventuellement est-ce que le consentement qu'on donne au moment de configurer son téléphone Android, est-ce que ça vaut aussi pour collecter mon historique sur YouTube ou mon carnet d'adresse, ou je sais rien. Toutes ces choses-là, à mon avis, beaucoup de choses ont changé dans les mois et les années à venir. Sur les assistants personnels, alors là je peux vous en parler longtemps, donc vous me dites si je suis trop long, mais c'est un vrai sujet fondamental qui dépasse la question des données personnelles. Sur un espion à la maison. Alors, d'abord, il y a la question de la sécurité de la vie privée. C'est-à-dire que vous parlez à un objet dont vous ne savez pas forcément exactement quand est-ce qu'il vous écoute et qu'est-ce qu'il envoie sur le serveur. Il faut juste savoir si vous ne le savez pas. J'espère que vous le savez. Si vous dites « OK Google », tout ce qui va suivre, donc là, pour ceux qui sont sur Facebook, qui ont une enceinte qui éventuellement ont 1000 sons qui ne sont pas avec le casque, je dis OK Google, et là tout ce que je suis en train de dire, c'est en train d'être envoyé sur les serveurs de Google, puisque techniquement, à chaque fois qu'on dit OK Google, il analyse, et cette analyse, elle est faite à distance, et donc ça va envoyer mon empreinte vocale, les phrases que je prononce, ça va les envoyer sur ces serveurs. Ce qui est le même fonctionnement sur les équivalents chez Amazon, donc Amazon Echo, Facebook n'en a pas encore, Siri, Alexa, oui, pardon. Alexa, ouais. Et en sachant que c'est les Amazon et autres, qui plus est, cassent les prix pour que les gens s'équipent. Oui, parce qu'en fait, toute leur stratégie, c'est que vous allez utiliser votre assistant personnel et leur assistant personnel plutôt que celui du concurrent, et que ça va leur permettre d'avoir accès aux données personnelles et de faire que vous allez consommer chez eux. Et donc potentiellement vous ne savez jamais trop exactement qu'est-ce qui est envoyé au serveur, combien de temps c'est conservé, etc. Il y a des gens qui découvrent, pour Google, si vous allez sur myactivity.google.com, je vous encourage à le faire, vous allez voir une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie de ce que Google sait sur vous. Et ça peut être potentiellement assez effrayant, hein, parce que vous voyez que
il a un historique très précis d'à quelle heure vous avez... Tous les trajets. Il y a tous les trajets, il y a toutes les applications que vous avez lancées sur votre téléphone, à quelle heure vous les avez lancées, il y a toutes les recherches que vous avez faites. Si vous avez un assistant personnel, il y a vos requêtes vocales, il y a les sites que vous avez visités, etc. Et si vous allez voir votre historique de vocal, en fait, potentiellement, vous allez trouver des conversations où vous pensiez que vous étiez en train de parler à un ami ou à votre épouse ou quoi, et vous n'avez pas dit OK Google, mais la machine a compris OK Google parce que la signature vocale correspondait à ce qu'il estime être la signature vocale de OK Google. Vous vous retrouvez, et puis il y a même des gens qui se retrouvaient, je crois que c'était avec Amazon, un journaliste qui s'est retrouvé avec 24 heures de conversation, qui n'étaient même pas les siennes, qui lui a été envoyé par mail. Et en fait, il y a eu un bug, on n'a jamais trop su exactement comment c'est arrivé, mais il s'est retrouvé avec 24 heures d'écoute de quelqu'un d'autre. Donc, il y a la question de sécurité. Donc, qui peut m'écouter? Est-ce que c'est uniquement le fournisseur de mon assistant personnel ou pas? Si oui, dans quelles conditions il peut y accéder? Potentiellement, est-ce que les autorités publiques peuvent y accéder? Est-ce que c'est que la justice? Bref, il y a plein de questions qui sont liées à la sécurité du prix. Mais pour moi, il y a une question qui est presque plus fondamentale, qui est celle de l'anthropomorphisme. Quand vous utilisiez jusqu'à présent un moteur de recherche, vous l'utilisiez sur un écran d'ordinateur ou un écran de smartphone ou de tablette, et vous aviez un écran, et quand vous posiez une question, vous aviez différents résultats, et vous voyez, physiquement, vous avez potentiellement plusieurs réponses possibles à votre question. Et je ne sais pas si vous demandez, est-ce que la Terre, quelle est la forme de la Terre? Et vous voyez une première réponse qui vous dit la Terre est ronde, vous voyez une deuxième réponse qui vous dit la Terre est plate, et une troisième. Vous allez éventuellement consulter plusieurs résultats de recherche, puis quand vous voyez quand même qu'il y a à peu près un consensus pour vous dire que la Terre est ronde, vous allez peut-être mettre en doute le fait que la première réponse était que la Terre est plate. Quand vous utilisez un assistant personnel, vous lui posez la même question, quelle est la forme de la Terre? Il vous dit la Terre est plate. Et puis c'est tout. Vous ne savez pas que vous avez plusieurs réponses. Et vous perdez l'habitude de mettre en doute ce qu'on vous dit. Première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que la réponse qu'on vous a donnée, elle est neutre, ou est-ce qu'elle a été donnée parce que c'était l'intérêt commercial du fournisseur de l'assistant personnel? Donc si je demande, je veux aller acheter une paire de chaussures, dans quel magasin je veux aller, il va vous dire allez à la boutique machin truc au bas de la rue. Vous y allez, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure boutique à laquelle acheter les chaussures, qui a le meilleur rapport qualité-prix et meilleur catalogue, j'en sais rien, ou est-ce que c'est parce que cette boutique a acheté un placement publicitaire auprès du fournisseur de l'assistant personnel? Vous ne savez pas. Et puis, ce qui est pour moi fondamental, c'est pourquoi ces assistants personnels parlent de plus en plus comme des humains, avec des voix qui imitent de plus en plus, on peut dire à la perfection, l'humain, avec ses hésitations, avec ses... vous lui faites une réponse qui va vous dire... il va attendre, il va faire éventuellement vous lui faites une blague, il va rire, éventuellement il va vous faire une blague pour vous faire rire, et puis vous allez avoir une conversation presque d'humain à humain avec une machine. Technologiquement, ça n'a aucun intérêt. Si je demande dans quelle boutique je dois aller acheter une chaussure, vous pouvez avoir la voix la plus robotique du monde, si l'information est pertinente, ça vous suffit, vous n'avez pas besoin de vous imaginer que c'est un humain. Et c'est extrêmement compliqué technologiquement, et ça coûte des millions, voire des milliards à développer, des voix synthétiques qui vous font oublier que c'est une machine. Et pourquoi ils font ça? Parce que toutes les études depuis des dizaines d'années, voire plus, le montrent en termes de commerce. Quand vous allez sur salesforce.com, qui est le leader des logiciels de force de vente, et vous regardez sur leur blog les conseils qu'ils donnent aux vendeurs, le premier conseil, c'est de créer de l'empathie avec votre client. Et s'ils essayent de faire des voix synthétiques qui sont les mêmes voix qu'un humain, qui peut rire, qui peut presque exprimer de la tristesse, de la compassion, j'en sais rien. C'est parce que vous allez vous lier d'empathie avec elle, et que quand elle va vous donner une réponse, vous allez lui faire confiance.
et vous allez lui dire oui, et voire vous allez, mais c'est même pas conscient, mais vous allez ne pas oser lui demander de vous suggérer autre chose parce que vous voulez pas la vexer. Même si vous le pensez pas comme ça, en fait, inconsciemment, on est formaté parce qu'on est humain à être en empathie avec celui avec lequel on parle et à lui faire confiance et à ne pas mettre en doute qui. Et là, il faut revenir sur le sujet des données personnelles. C'est qu'un vendeur, quand il se présente chez vous, vous ne connaissez pas le vendeur. Il met le pied dans la porte, ou éventuellement, vous le virez, il arrive ou pas, selon qu'il soit bon ou mauvais, à vous vendre la chose. Et puis, éventuellement, il voit comment vous êtes habillé, il voit à quoi ressemble votre maison, il voit si vous avez une belle voiture ou pas, il se fait une idée un peu de votre profil psychologique qui fait qu'il va utiliser tel ou tel argument. Mais globalement, c'est le talent du vendeur qui va faire que c'est pertinent ou pas. Et il n'y a que les très bons vendeurs qui arrivent à faire un profil psychologique. Quand vous êtes Google, que vous êtes Amazon, quand vous êtes Facebook, que vous connaissez tous les gens, et vous savez sur quel site ils vont, vous savez où ils étaient, vous savez qu'est-ce qu'ils ont acheté, vous savez donc leur pouvoir d'achat, vous savez ce qu'ils aiment pas, etc. Vous savez quelle couleur ils aiment, quelle couleur. C'est extrêmement facile de vendre des choses. Et donc en plus, quand pour vous vendre quelque chose, en fait, il suffit que vous dites à l'assistant personnel ce que vous voulez et qu'il vous trouve le truc qui fait que vous allez avoir envie d'acheter maintenant. Bah, c'est d'une simplicité enfantine. Et encore aujourd'hui, on parle à un objet, mais Google a présenté il y a un an et demi, un truc qui s'appelle Google Duplex, où en fait, on vous appelle au téléphone, et vous avez l'impression que c'est un humain qui vous parle, alors que c'est une machine. Donc là, la démonstration qu'ils ont faite, c'était un soi-disant assistant de quelqu'un qui appelle pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur et qui demande donc voilà, il me faudrait un rendez-vous pour Guillaume chez vous jeudi soir, est-ce que vous avez un créneau disponible? Et donc le coiffeur répond non, jeudi soir c'est pas possible, par contre j'ai un créneau vendredi matin. Et donc la voix robotique, enfin qui pas robotique, qui ressemble vraiment à un humain, dit ah bah attendez, je regarde si il a une disponibilité. Et en fait, le coiffeur ne sait pas qu'il est en train de parler à une machine. Et donc potentiellement, nous, on va recevoir ce genre de coup de fil où c'est pareil, on ne saura pas est-ce que c'est une machine ou pas qui nous parle. Et à la maison, on va progressivement oublier qu'on parle à une machine. Et là, nous, on est tous là dans cette salle, on sait a priori très bien faire la différence, et on ne traite pas de la même manière une machine et un humain. Mais si vous avez un Alexa ou Google Home chez vous, vous avez une option. Alors je ne sais pas si elle est activée, parce que moi j'ai pas ces trucs-là, mais je ne sais pas si elle est activée ou pas par défaut. Mais vous avez une option pour obliger les enfants à dire s'il te plaît à la machine. C'est-à-dire que c'est Alexa, mets-moi le dessin animé sur la télé. Et si l'enfant ne dit pas s'il te plaît, la machine ne répond pas. Officiellement, c'est pour une aide à l'éducation de l'enfant, à faire que il faut apprendre à dire s'il te plaît, et donc si l'enfant ne dit pas s'il te plaît à une machine, il ne le dira pas à l'humain, donc il faut lui faire dire ça. En réalité, c'est un peu mon côté parano, mais je pense que c'est qu'ils savent très bien que le psychisme de l'humain, il se développe à la petite enfance, et que si l'humain, on l'habitue très tôt à montrer des signes de respect à une machine, à la traiter comme on traite un humain, on ne va plus faire cette différence et on va être dans un rapport d'empathie totale avec les machines qui nous entourent. Et puis aujourd'hui, c'est un objet qu'on pose sur la table, mais demain, ce sera une oreillette. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le film Heure avec Joaquin Phoenix, on est en train d'y arriver. À Apple, vous pouvez avoir Siri sur les EarPods, là, qui sont les écouteurs Bluetooth. Là, vous avez encore le petit truc sans fil. Et vous avez Siri dedans, vous pouvez parler à la machine, elle vous parle. Et on se dirige vers ce truc où en fait on a une voix en permanence avec laquelle on y arrive. Et la dissolution de l'esprit critique. Je crois qu'il y avait quand même quelques questions, oui. Allez. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai 3 questions. Courte alors. Oui, courte. Vous avez dit que Kant était aussi en Allemagne, et donc quelle est la part de marché de Kant en Allemagne? Deuxième question, j'ai bien compris que en fait, vous êtes poussé à proposer un service de mail parce que pour pas vous différencier de Google, mais finalement, opérer un service de mail, c'est extrêmement coûteux en ressources.
est-ce que ça ne risque pas d'avoir une influence sur les résultats de Quant, les résultats financiers? Et troisième question, quand on parle d'installer Quant dans les administrations, etc., c'est juste que Quant est le moteur de recherche par défaut dans un navigateur. Ok. Et donc la question du coup. Donc la première question, c'est la part. Non, mais la troisième, c'était juste ça. Confirmation. Que vous me confirmiez que c'était bien ça. En fait, on parle d'installer, mais c'est juste être moteur par défaut. Alors, première question, part de marché en Allemagne, on estime être autour de 2%. On est également présent en Italie, où on a beaucoup moins de part de marché, mais c'est globalement France 5%, Allemagne 2%. Mais c'est en train de croître parce qu'on a démarré beaucoup plus tard en Allemagne, il y a une croissance assez forte. La deuxième question, forcément, je l'ai oublié. C'est les mails. Les mails. Je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne suis pas habilité à vous répondre sur ce sujet-là, sur le modèle économique notamment de QuantMail, donc wait and see. Mais... Alors, sans donner de date précise, l'échéance, elle est. C'est 2019 ou un peu plus loin? Je suis désolé. Non, mais on a tellement annoncé des dates qu'on n'a pas respecté que maintenant on n'annonce plus même d'horizon. Mais oui, c'est un coût, clairement. Oui, parce que en fait, le principe du mail de Google, c'est vraiment pour récolter de la donnée. Donc c'est un asset pour eux. Et pour vous, ça va être juste un coût. Ou pas. Mais là, je peux pas en dire plus. Alors, en attendant, le mail de Quant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller chez Proton, il faut... NetC. Pardon? NetCourrier, qui a changé là, récemment, qui s'appelle... NetC, Proton Mail qui est suisse, qui est très bien. Vous avez... j'en oublie. Il y a Open Exchange en Allemagne qui est très bien aussi. Il y en a quelques-uns qui font du mail... sécurisé, gratuit ou payant. Infomaniac en fait aussi. Pardon. Infomaniac va en faire aussi. C'est un hébergeur suisse aussi. Ah, je ne le connais pas. Et qui vont proposer du mail là dans les prochains mois. D'accord, vous l'apprenez. Clairement, la référence du moment. Alors en France, NetC est pas mal, et en Suisse, c'est Proton Mail qui est très bien, qui est un très bon produit. Sur votre troisième question, donc installer Quant, c'est effectivement le mettre par défaut, mais c'est extrêmement important parce que les gens ne vont... Enfin, la dernière fois que vous avez tapé google.com, je pense que ça remonte à il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez Google. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore basculé sur un autre moteur, Quant ou autre, vous avez Google qui s'affiche sur votre nouvel onglet, ou quand vous allez taper des mots-clés dans la barre d'URL, dans la barre d'adresse de site internet, vous tapez des mots-clés et ça vous met Google. Donc, les gens ont cette habitude-là. Donc le fait de mettre Quant par défaut, bah, vous allez garder ces usages-là, mais vous n'aurez pas besoin de faire quant.com pour penser à ne pas tomber sur les résultats de recherche de Google. Après, juste petite astuce pour ceux qui seraient inquiets de la qualité des résultats de Quant, si jamais sur une recherche vous voulez quand même les résultats de Google, vous faites .!G avant vos mots-clés, et ça vous bascule la recherche sur Google. Donc c'est juste, vous gardez pour la très grande majorité des recherches, vous gardez une interface Quant sur lesquelles vous êtes sûr que personne n'a accès à vos requêtes. Quand vous avez besoin, vous faites .!G et vous avez les résultats de Google. Bien, merci, bonsoir. Utilisateur de Quant, très satisfait, mais aussi de Lilo.org aussi, moteur de recherche. Double question aux juristes et sur la notion de protection des données. Partant de votre expérience ou de mes aventures avec Twitter, aujourd'hui, effectivement, et vous l'avez évoqué, il est demandé aux réseaux sociaux en fait, de s'auto-réguler. Ça paraît quand même, a priori, en tant que juriste, assez limitatif comme démarche, puisque, effectivement, et c'est toute la question qui peut se poser pour ce type d'entreprise qui ont un rayonnement mondial, c'est que, évidemment, le droit international n'avance pas aussi vite que ces entreprises et que ces réseaux et la puissance de traitement de leurs données et de leur usage.
Et l'autre question, donc la question, pour le coup, la réflexion, c'est quel regard vous apportez là-dessus et comment vous voyez justement le droit international évoluer. Et peut-être un lien d'ailleurs aussi avec la notion de responsabilité des entreprises. L'autre question, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, dans des pays, c'est l'État qui réussit à capter les données personnelles pour organiser aussi des systèmes de surveillance de masse. Et donc là aussi, quel regard vous apportez en tant que juriste sur ce type de situation? Très clairement, par exemple, la Chine, Baidu, que vous avez cité, ça fait partie aussi de ce type de situation. Alors, sur la première question, aujourd'hui, on a un régime juridique qui est en Europe fixé par une directive sur le commerce électronique, qui a été traduit en France en 2004 par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui est l'acronyme LCEN, pour ceux qui en entendent parler, qui fixe un cadre qui est pour moi assez équilibré, qui fonctionne pas mal, qui est que quand vous êtes hébergeur de contenu, et un réseau social normalement est hébergeur des messages qui y sont publiés, vous n'avez pas à regarder ce que les gens publient. Vous avez par contre l'obligation, si quelqu'un vous dit que là vous êtes en train d'héberger un contenu qui est illicite, d'aller regarder. Et si c'est manifestement illicite, vous devez le supprimer. Vous avez également l'obligation de conserver des données d'identification, donc ça va être l'adresse IP qui a été utilisée pour créer un message, pour publier une photo, une vidéo, etc. Avec horodaté, et puis avec quel est le nom du compte qui a été utilisé, et puis éventuellement l'adresse email d'inscription s'il y en a une sur le service en ligne, ce qui fait qu'en cas d'enquête judiciaire, vous devez fournir ces données-là à la justice. Ce qui fait qu'on n'impose pas aux plateformes de faire une autorégulation au sens d'aller regarder par elles-mêmes ce que leurs utilisateurs postent pour d'office supprimer ce qui est illégal. On est sur un système de a posteriori. Quand on vous signale, vous les supprimez. Ce qui a changé, c'est que ça a très bien fonctionné, ce modèle-là, aux États-Unis, et ça s'est imposé par les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement qui met la liberté d'expression au-dessus presque de tout, et que les Américains ont dans leur culture qu'on peut tout dire, jusqu'à des limites qui sont très extrêmes. Vous pouvez dire quasiment... je ne vais pas donner d'exemple, mais que telle population, vous ne la supportez pas, tel type de population, vous trouvez que c'est des cons, etc. Mais vous pouvez même dire, ce serait bien qu'ils meurent, mais vous ne pouvez pas les appeler physiquement à aller les tuer. Bon. C'est la petite marge qui est donnée par la Cour suprême. Donc ils ont une tolérance très grande à la liberté d'expression, et ça a été le cadre qui a été respecté par les GAFA pendant très longtemps, et qui a été presque imposé à l'Europe, contre la culture européenne, qui est plus restrictive sur ce qu'on a le droit de dire ou pas. Et ce qui est un peu en opposition à la vie privée, où en Europe on est aussi plus protecteur de la vie privée, et aux États-Unis on permet plus facilement de collecter des données. Ce qui a changé, c'est que ces plateformes américaines se sont internationalisées, et qu'en fait les États-Unis se sont retrouvés un peu isolés dans cette vision-là, et qu'il y a eu une pression, y compris même américaine, ce qu'on n'a pas anticipé, mais en fait c'est plutôt la culture européenne qui s'est imposée au GAFA, où on a de plus en plus pas toléré que des contenus racistes, xénophobes, homophobes, etc. Ne soient pas supprimés d'office, ou que les plateformes mettent beaucoup de temps à qualifier des contenus, ou estiment que tel contenu en fait c'est pas du racisme et donc je supprime pas. Et là le niveau de tolérance a fortement chuté, et pour pouvoir conserver la confiance des utilisateurs, les plateformes se sont mises à effectivement faire de l'autorégulation, à aller au-delà de ce que leur demandait la loi, et donc elles-mêmes surveiller les contenus qui étaient publiés, de faciliter la modération, donc le signalement des contenus, et de supprimer... alors aux États-Unis, ça a commencé beaucoup par la nudité, qui était quelque chose que nous en Europe, on estime qu'une photo d'une poitrine nue, c'est pas un problème tant qu'elle n'est pas pornographique.
C'est l'histoire du tableau de Courbet sur Facebook. Aux États-Unis, vous pouvez donner les pires insultes possibles, ça les choque pas, mais voir un téton, c'est absolument inimaginable. Bon, c'est chacun sa culture. Mais ça a changé. Et donc on s'est mis de plus en plus sur les plateformes à faire de la régulation a priori des contenus, ou en tout cas d'essayer d'anticiper sans forcément recevoir des notifications légales, etc. Et par la pression des utilisateurs. Et la bataille historique qu'il y avait entre les États qui voulaient pouvoir réguler Internet et les GAFA qui ne voulaient surtout pas que les États mettent la main, mettent le nez sur ce qu'il y avait sur les plateformes, en fait, il y a un jeu qui est en train un peu de s'inverser. C'est que finalement les GAFA ont compris que c'était leur intérêt de se faire régulateur à la place du régulateur, de elles décider quels sont les contenus qui sont tolérables ou pas sur Internet. Et l'État trouve ça finalement très pratique de pousser les plateformes à faire de l'autorégulation, de refuser telle ou telle expression sur Internet, parce que politiquement, vous n'avez pas besoin d'expliquer que pourquoi on accepte telle expression, pourquoi on refuse telle expression, qui jusqu'à présent peut être éventuellement considérée légale, et pourquoi on rendrait ça illégal. Finalement, on va juste pousser les GAFA à mettre ça dans leurs conditions générales d'utilisation. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire ci ou ça. Et c'est plus une décision du législateur. Et ça m'amène sur votre troisième question sur les données collectées par les États et non pas par les entreprises. C'est que notre culture européenne, elle est... enfin, la culture américaine, je vais commencer par là. La culture américaine, c'est on ne fait pas confiance à l'État, on fait confiance aux entreprises. Ils ont une détestation de l'État, ils se méfient beaucoup de l'État. Pour eux, l'État, c'est de la régulation, et donc les États-Unis étant libéraux, pour eux, c'est le choix du consommateur qui compte, c'est le choix de l'entrepreneur qui compte, et c'est le libre marché, il doit pouvoir s'organiser comme il veut. Alors que l'État, s'il va collecter des données, c'est parce qu'il veut surveiller la population, il veut pouvoir réprimer. En Europe, on accepte beaucoup plus facilement le contrôle par l'État, le fait qu'on ait des données éventuellement qui soient collectées par l'État, parce qu'on a une notion de service public qui est plus importante. Ça aussi, c'est en train de changer à mon avis. C'est quand nous, pour le coup, c'est nous qui avons pris la culture américaine, on a tendance à ne plus faire confiance à l'État et à faire plus confiance aux entreprises. Ce qui, de mon point de vue, mais c'est de mon point de vue de citoyen, est une erreur. C'est-à-dire que je pense que quand l'État collecte des données, théoriquement, c'est nous qui collectons des données. C'est nous, en tant que citoyens, qui décidons ce qu'on collecte comme données et ce qu'on peut en faire. Et on le fait par la voix de nos représentants. On est normalement dans une démocratie, et dans une démocratie, c'est nous qui fixons les règles, en tant que citoyens. Quand par contre je vais sur Facebook, que je vais sur Google, que je vais sur Twitter, moi j'ai pas dit... j'ai jamais voté en fait pour les règles qui sont appliquées par Facebook ou les règles qui sont appliquées par Twitter ou les règles qui sont appliquées par Facebook. Ils font ce qu'ils veulent. Je vais leur donner mes données, mais c'est eux qui décident quoi en faire. J'ai pas voix au chapitre. J'ai pas ma voix de citoyen n'est pas prise en compte. Donc mon inclinaison personnelle, elle serait si quelqu'un devait collecter des données. Je parle sur un point de vue purement théorique et dans un pays de bisounours. Hein. On n'est pas dans un pays de bisounours et la démocratie est loin de fonctionner aussi bien qu'elle devrait. Mais théoriquement, je préfère un système démocratique où on choisit nous ce qui peut être fait de nos données, plutôt qu'un système autocratique où c'est la plateforme privée qui a 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde qui va décider elle ce qu'elle fait de nos données personnelles. Et en Chine, pour reprendre votre exemple, ils sont un peu dans cette logique-là où l'État c'est le bien. Alors nous, ça nous fait sourire, mais en fait, la culture chinoise, c'est moi, en tant qu'individu, je ne suis rien, c'est la collectivité qui compte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de droit de l'homme en Chine, au sens strict. C'est que la notion de droit de l'homme en Chine est très difficile à faire comprendre, parce qu'un individu, les droits de l'homme, c'est très individualiste, en fait. Et en Chine, là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'un individu puisse avoir des droits contre la collectivité. Et le fait que l'État collecte des données, c'est juste normal parce que c'est la collectivité qui doit s'organiser, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Par contre, ils ont une méfiance
très exacerbée de ce que des entreprises privées pourraient faire des données personnelles et des données personnelles des Chinois. Donc c'est pour ça qu'ils contrôlent énormément et qu'ils ont poussé Baidu et qu'ils ont interdit Google. Et après, ça pose énormément de problèmes sur la censure parce qu'on sait qu'ils vont tolérer tel ou tel résultat, ou plutôt demander à censurer tel ou tel résultat sur Baidu, et qu'un internaute qui veut échapper à la censure est obligé d'utiliser d'autres outils. Mais dans la culture chinoise, ça a du sens. Et nous, en Europe, on n'a pas... On a pris la culture américaine, mais qui n'est pas... Je trouve qu'on a fait preuve d'un peu de naïveté là-dessus. On a laissé rentrer les GAFA sans pouvoir leur imposer nos propres règles, notamment de protection des données personnelles. Et le RGPD, qui date de 2016, en fait, sur les fondamentaux juridiques, n'a pas changé grand-chose. Et ça fait au moins une dizaine d'années que les GAFA sont en violation de la législation européenne sur la protection des données personnelles et qu'on les laisse faire. Parce que c'est les GAFA et qu'on ne va pas, nous, Européens, aller bloquer Google comme le fait la Chine ou comme le fait la Russie. C'est pas dans notre culture de bloquer les services. Je pense qu'on a raison de ne pas les bloquer, mais en même temps, on a fait preuve de naïveté. Il a fallu le RGPD pour arriver jusqu'à... Enfin, Google s'est fait condamner, 2014, je crois, par la CNIL, ou 2013, 150 000 € d'amende, parce que c'était le maximum légal, et j'avais fait le calcul à l'époque, ça représentait 2 minutes de chiffre d'affaires. C'était le maximum légal. Et la décision de la CNIL, elle était implacable. Quand vous lisiez la décision, c'était... encore, il y a tout à changer. Le RGPD, là où il a vraiment changé les choses, c'est que maintenant, il risque potentiellement jusqu'à 4% de chiffre d'affaires mondial. Donc on parle de dizaines, une centaine de millions d'euros potentiellement à payer. Mais il a fallu attendre 15 ans pour qu'on fixe un cadre qui était réellement dissuasif et qu'on se fasse respecter, les décisions qui sont prises en notre nom par le législateur sur la protection de nos données personnelles. Désolé, j'étais un peu long. Une autre question? Vous n'avez plus de questions? Tout a été dit. Ah si, allez-y. Attendez, le micro arrive. Parce que comme c'est enregistré... C'est un petit peu connexe, mais puisqu'on parle en fait des GAFA, et on parlait du fait que en Europe, on est là à regarder les GAFA américains, et que quand c'est un peu une tentative d'essayer d'avoir un espèce de champion européen, dans cette réflexion-là, qu'est-ce que vous pensez des chances de OVH pour se poser comme le cloud européen? J'espère que oui. C'est génial ce qu'ils font. Enfin, c'est vraiment... ils se sont imposés comme, je crois, le plus gros hébergeur européen depuis un paquet d'années. Le dernier article les pose comme 10e mondiaux. Voilà. Ce qui est une belle... Ils sont premiers européens et 10e mondial, c'est pas mal. Le problème, c'est que quand il a été question à un moment, je ne sais plus sous quel gouvernement, de créer un cloud souverain, on a demandé à plein de monde, mais pas à OVH, qui était l'acteur qui était naturellement aurait dû s'imposer comme le cloud souverain français. Mais c'est un petit trublion qui n'est pas considéré, à mon avis, à sa juste valeur, parce qu'en face de lui, il y a d'autres entreprises que je nommerai pas. Et voilà, donc je pense qu'il y a encore à faire pour les soutenir, mais en tout cas, c'est une super belle entreprise et qui peut largement tirer son épingle du jeu. Une autre question, où vous savez tout du moteur de recherche éthique. Donc tout le monde va quitter Google. Ah, attendez, il y a une dernière question. Vous vous annoncez comme éthique, mais est-ce que vous avez une commission? Est-ce qu'il y a une commission d'éthique? Ou est-ce qu'il faut vous faire confiance comme ça, simplement? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, malheureusement, oui, il faut nous faire confiance. La commission, il y en a une en interne. Donc c'est concrètement mon rôle, moi, c'est d'animer les débats éthiques, de saisir les questions qu'on doit se poser, et c'est pas forcément d'y apporter des réponses. Donc on est en débat en interne. Maintenant, on a complètement conscience, notamment sur compte junior, puisque là, notre modération, elle va au-delà de l'illicite. Il faut qu'on ouvre ça et qu'on débatte un peu collectivement de ce
qui est acceptable ou pas dans les résultats de moteur de recherche, de comment on doit le faire. C'est tout un chantier. On n'est pas assez ouvert là-dessus, mais on va le devenir, j'espère. Je voulais vous poser une question qui n'est peut-être pas directement du champ de votre compétence professionnelle, mais je voudrais aborder la question de ce que j'appellerais moi, par simplicité, de la piraterie informatique. Comment vous sentez les choses par rapport au risque de détournement majeur malveillant, hein, au-delà des aspects commerciaux que vous avez largement évoqués. Il peut y avoir, enfin, on perçoit des utilisations malveillantes des données, ou voire des systèmes de gestion qui utilisent largement l'informatique et Internet. Comment vous sentez ce risque-là que moi je sens comme potentiellement très 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 grave? Ben, c'est clairement un très gros sujet d'inquiétude. Sans parler, est-ce que les données sont dans les entreprises privées ou dans l'État? Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez des bases de données sur lesquelles il y a énormément de données, la question n'est presque pas est-ce que ça peut être piraté, mais quand ça va être piraté. Et la seule bonne réponse à ça, c'est évitons d'avoir ces immenses bases de données dans lesquelles on a une quantité incroyable de données qui peuvent être piratées, qui le seront probablement un jour. Alors, la dernière question. Oui, c'est pas exclusif des réponses que vous apportez, mais je dirais dans ce domaine-là, sur toutes les questions de sécurité informatique, ce que l'on doit continuer à développer. La première, la meilleure des assurances et la moins chère, c'est la conscience du danger. C'est comment on cultive cette conscience du danger. L'invitation de la prudence et tout, et je crois que la tendance est vraie, elle est plutôt à laisser faire. On est tous, hein, beaucoup, tout en étant conscients, même et après tout, on pratique. Et je pense que s'il y a une vigilance à avoir, et c'est là, elle ne coûte pas cher, c'est répéter cette conscience du danger. Je peux qu'être d'accord. Bien, merci. Merci à Guillaume. Avant que tout le monde ne parte, juste nos prochains rendez-vous dans 2 semaines, on reçoit dans le cadre du OFF, du Festival des Fameuses, on reçoit Christine Barck, une universitaire angevine qui a écrit un dictionnaire du féminisme, hein, et donc elle est auteure, je dis bien le E, hein, de ce... non, auteur, de ce dictionnaire. Et après, on va quasiment aller jusqu'aux vacances. Le 29 avril, on fera une question publique sur un état des lieux de la pauvreté à Nantes avec Hervé Guéry qui anime la société de conseil et d'études Compa, qui est basée à Nantes-Saint-Herblain. Et puis, en attendant la fin du monde et le grand effondrement, le 14 mai, le mardi 14 mai, on reçoit Yves Cochet, qui a été ministre du gouvernement Jospin il y a donc fort longtemps, mais qui anime l'Institut Momentum, qui étudie, qui travaille, qui est un institut en pointe sur la collapsologie. Voilà, l'effondrement, les théories de l'effondrement. Voilà, merci. Enfin, si avant de partir, il y en a qui veulent se procurer la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire, le dernier numéro 69, avec le dossier sur la vie des travailleurs détachés, en particulier ceux qui construisent les paquebots de croisière à Saint-Nazaire. Merci et à très bientôt.